Me habéis estado hablando desde hace un tiempo ya, dioses raros, dioses de lo que vive en el intersticio, en la grieta, dioses híbridos que vivís en las llamas de la transmutación. Os convoco esta noche a un suicidio colectivo de nuestras identidades caducas para entrar en el frío de lo desconocido y prender la hoguera del cambio donde quemaremos nuestros hábitos. Puede. Que la belleza me encuentre con los ojos abiertos. Que la belleza me encuentre con los ojos abiertos y los sentidos despiertos. Que la belleza me encuentre en plena escucha para absorber el cielo en mis membranas. Sacrilegios de la lengua. No quiero ser nombrada, no quiero ser crucificada en la forma, confinada a lo manifiesto. Escuchamos el silencio helado de los muertos cuando miramos el futuro a los ojos y caemos en el abismo azabache de sus pupilas dilatadas. 3 corrientes mueven el mundo. 3. Una que sube el río, otra que baja el río y otra que hace que el movimiento entre las dos exista. La tercera es la que hace que el río, con sus fuerzas opuestas y contrarias, exista. Maintenant, on peut mettre la lumière. Ok. Bon, bienvenue, merci d'être tous là, à ce 3e laboratoire de mythologie contemporaine. Je veux remercier beaucoup, avant tout, à Emmanuel de Marcimota et Christophe Lemaire et toute l'équipe du Théâtre de la Ville pour nous avoir accueillis et nous donner cette possibilité de créer cet espace de recherche si rare et précieux. Le laboratoire, c'est un espace de recherche sur la mise en forme des savoirs, sur les récits qui hantent notre époque. Ces récits sont en partie produits par les avancées scientifiques et par l'imaginaire collectif et historique des références communes ou des vieilles mémoires et des fantômes et monstres qui hantent les entremondes. Il y a cette phrase de Antonio Gramsci qui dit The old world is dying. The new world struggles to be born. Now is the time of monsters. Le vieux monde est en train de mourir, le nouveau monde galère pour naître, maintenant c'est le temps des monstres. Et c'est avec nos monstres, dans cet entremonde que nous traversons, que nous les convions à chaque laboratoire à remettre en dialogue leur puissance et leurs points aveugles pour retrouver la lumière de danser avec nos ombres. Chaque laboratoire dure environ 3 semaines. Ici, on est plutôt 2 semaines. Et ça s'articule en 3 temps. Donc, il y a un premier temps de recherche, de lecture, de mise en contact autour d'un thème. Et ensuite, il y a quelques jours de rencontres avec les chercheurs, de brassage conceptuel. Et ensuite, un temps de création, de mise en commun et un temps de partage dont nous sommes aujourd'hui. Non, parce que tu pouvais expliquer le truc. Ouais, vas-y. De manière très concrète, cette 3e exploration du labo fait imaginer que c'est 1 mois de lecture ultra intensive par Rossio, qui digère énormément de matière, puis 2 semaines de travail collectif, mais avec des configurations variables. Il y a par exemple 3 jours de brainstorming, de création ensemble, 4 jours de création de plateau avec entre Haini et Rossio, puis encore 3 jours avec l'équipe sur le plateau pour arriver à affiner et créer. Et parmi tout ça, il y a 2 jours qui ont été passés, moi et Rossio, à Amsterdam, comme vous pouvez voir sur cette image, au Other Futures Festival,
où l'on a fait un travail de terrain pour mettre en test live le dispositif qui va vous être présenté aujourd'hui. Et on voit dans la deuxième image, dans le slide d'après, qu'on a fait une sorte de conversation collective et de test, de prototype de ce dispositif. Vous allez le découvrir. Et pour les curieuses et les curieux, rendez-vous après cette séance dans le bar, en bas, dans la partie à l'étage du bas, pour aussi recréer un cercle de discussion ensemble pour discuter de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, le premier laboratoire, nous avons exploré la figure, le mythe de sauvage. Le deuxième laboratoire, nous avons exploré le mythe, figure de pirate. Et ce troisième laboratoire, on explore l'hybride. Hybride, patchwork, mélange, bâtard, trans, des identités multiples qui contiennent en soi les tiers secrètement inclus, la multiplicité matérialisée dans leur corps allié d'incohérence. Depuis toujours que l'humain s'est hybridé avec des puissances d'autres êtres réels ou fantastiques, symboliques ou biologiques, l'hybride est une des plus anciennes figures en fait, qui traverse toutes les cultures, comme le Minotaure, le Centaure, la Médusa, l'Harpie, Quetzalcoatl, Sharkmouth, Spider-Man, encore. Et je voulais collectivement, avec cette équipe, explorer de quoi ils parlent et de quoi ils nous parlent et qu'est-ce qui nous permet de faire cette figure hybride et de quelle puissance de futur elles contiennent. Et ouais, donc juste pour une petite note de l'étymologie de hybride, c'est hubris, hybris. Hybris, c'est l'arrogance funeste, c'est une espèce de punition divine pour ceux qui ne savent pas rester à leur place. Rester à leur place. Rester à leur place. Et voici cette équipe qui va se présenter maintenant de hubris et de hybris, des gens qui ne savent pas rester à leur place. Donc, bonjour, je m'appelle Max Molon, je viens juste d'arriver d'une dimension parallèle. Et dans cette dimension, il faut le savoir, il est assez difficile de vivre, en fait, c'est plutôt de la survie. Et pour survivre, moi, j'ai choisi l'hybridation. Je me suis hybridé avec un pigeon. Donc, je suis mi-humain, mi-pigeon, ce qui est très pratique, certes, pour s'orienter, mais surtout pour convertir tout déchet en source de nourriture. Et puis, dans la dimension actuelle, la vôtre, je suis designer. Et designer d'univers parallèles et de futurs possibles. Donc ma spécialité, c'est de créer des objets ou des services que j'extrais de ces mondes du futur et puis que je pose sur la table pour qu'on puisse en discuter ensemble pour savoir comment notre monde actuel pourrait changer, par exemple, à la lumière de ces objets. Et c'est une pratique que j'explore en tant que praticien designer, mais aussi que j'enseigne à Sciences Po, à Paris, que je recherche en tant que chercheur également au Design Fiction Club, un séminaire que j'ai créé il y a quelques années, et aussi au sein de la Plurality University Network, qui est un groupe de personnes qui s'intéressent à ce genre de pratiques, dont plusieurs d'entre nous font partie ici. Et mon rôle dans l'équipe était celui de... Ce n'est pas un rôle qui se passe sur scène, c'était un rôle de facilitation de ce travail collectif, mais également de co-conception du dispositif, de ce qui va vous être présenté dans quelques instants. Et pour ce qui est de l'hybride, mon entrée dans ce thème a été, en tout cas, à premier abord, autobiographique, car je me considère, moi, comme un hybride. Plutôt que le mot qu'on emploie d'habitude, c'est plutôt comme un bâtard. Je suis une personne issue de l'union de deux cultures, de deux pays, de deux religions. Donc je vis en ayant le cul entre deux mondes. Je suis ni vraiment d'ici, ni accepté par ceux de là-bas. Et sur le plan plus pratique, ce qui m'intéresse, c'est comment ce genre de personnes hybrides comme moi sont capables de faire une forme de coming out, ou en tout cas sont capables de s'autoriser à sortir de leur monde d'origine pour être dans cet entre-deux. Et finalement, comment ces personnes sortent de leur groupe des gens normaux pour être dans ce groupe des gens anormaux, finalement, comment ils sortent de la norme. Et ça, c'est ce qui m'a intéressé sur le plan théorique, la norme sociale. Dans mon doctorat, j'ai justement exploré comment les frontières de la norme sociale nous empêchent d'imaginer des mondes qui changent. Et en fait, cette norme sociale, il faut la voir comme une glue, une sorte de glue implicite qui fait qu'un groupe tient ensemble, un groupe social, un collectif. Et cette
cette dimension collective, finalement, on peut la penser comme une dimension politique de l'hybride. Politique, en grec, polis, la cité, le vivre ensemble. C'est là une question qui nous a intéressés. Comment vivre ensemble malgré nos différences à partir du moment où c'est hybridé? Excusez-moi, je suis un peu impressionné. Moi, je m'appelle Rabdologi, je suis scientifique, enseignant et designer. Donc, comme les autres membres du laboratoire numéro 3, j'ai participé à la recherche en échangeant des connaissances scientifiques en ce qui me concerne. Mais ma fonction au sein du groupe, c'est principalement celle d'un scribe, de documenter, d'archiver le processus de recherche et de création. En fait, la thématique de l'hybridation, elle a déclenché dans mon esprit une irruption de souvenirs, d'exemples offerts par la recherche actuelle en médecine, en génétique, en intelligence artificielle, robotique, bio, nanotechnologie. On peut aujourd'hui formuler des hypothèses vraisemblables qui questionnent notre ontologie, qui nous permettent de produire des expériences de pensée collective, prospective, poétique, grâce aux nombreux exemples de la littérature scientifique. Donc, plus que d'être le fruit d'une hybridation artiste, scientifique, versaillais, anarchiste, servant de messe, punk undercover, mon lien à la thématique réside dans le plaisir que je trouve à me plonger dans le foisonnement et la poésie des publications au format LaTeX, empli d'abstracts, de conjectures, de manipulations, d'expériences de laboratoire, de nuages de points entre abscisses et ordonnées. La vertu de l'échange, c'est de nous pousser à creuser, approfondir notre questionnement et préciser nos connaissances. Et c'est jouissif. Bonjour, je m'appelle Aini Wang, je suis actrice, artiste, performeuse, etc. Et ce qui n'a pas marqué dessus, je suis chinoise. Alors, si je compte la vie jusqu'à 100, j'ai déjà passé 20% en Chine et 10% en France. Et le reste du temps, j'attends. Quand j'avais 4 ans, c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans l'art. Je n'ai pas dit, tiens, c'est ça un métier, et je n'ai jamais pensé que c'est ça qui va devenir mon métier. Je m'exprime bien ou correctement ou pas, dans mes yeux ou dans les yeux des autres. Ce n'est pas ça qui m'intéresse et ce n'est pas ça qui me fait attendre. Alors, j'attends quelque chose, c'est certain. J'attends quelque chose qui me satisfait plus. Le désir, quelque chose, attendre patiemment, quelque chose d'encore plus puissant que ce que je peux vivre jusqu'à maintenant, ce que je peux imaginer, la puissance. Mais en fait, mais ce n'est pas moi, enfin, cette envie-là, ce n'est pas moi. En même temps, tout est écrit en moi. Donc je suis née comme ça. Mon grand-père m'a donné un prénom, comme ça, H-A-I-N-I. Donc Aini, la prononciation sans H, Aini, ça signifie je t'aime, aime-toi. Et Haini, avec la prononciation avec H, ça signifie la fille de la mer. Pas ma mère, mais la mer. L'océan. Oui. Je suis la fille de l'océan. C'est comme ça qu'on m'appelle dans mon pays de toute façon. Voilà, pour conclure, je suis ici, mon esprit est dans l'eau, hybride, tout court. On m'a nommé Merkigin. Je viens du monde des mammifères, humains, plus ou moins, anglais, plus ou moins. La plupart du temps, je suis anthropologue, chercheur ou laboratoire Cresson à l'école d'architecture à Grenoble.
et aussi compagnon de route du laboratoire de mythologie contemporaine. En tant que chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les relations que nous entretenons avec nos milieux, avec les animaux, les plantes, les atmosphères, les géologies qui nous entourent et avec qui nous bâtissons nos mondes, le monde humain. Je travaille surtout sur 3 sujets. Le premier, c'est les formes de socialité qui nous relient aux animaux dits domestiques. Le deuxième, c'est de comprendre la fabrication et aussi la dissolution du monde matériel, c'est-à-dire toutes les choses qui peuplent et qui animent nos vies quotidiennes. Et à ce moment, je travaille aussi sur la question de l'air et de l'atmosphère et comment ce médium, plutôt invisible, plutôt impensé, devient un sujet de préoccupation, devient un sujet de politique à travers des pratiques particulières. Ce qui me fascine, c'est comment ces relations foisonnantes avec nos milieux, nous transforment. Comment elles médisent nos capacités à percevoir, à ressentir, à penser et à agir dans le monde. C'est-à-dire, comment ces relations font de nous des hybrides. On est au cœur du sujet de ce laboratoire et ce travail collectif qui est de dépister des nouvelles imaginaires, des nouvelles vocabulaires pour penser nos futurs possibles. Bonjour, je suis Makan Fofana, membre du laboratoire des mythologies contemporaines, artiste en résidence à la Gaîté Lyrique, designer également, dans le sens où je design des démarches participatives et collaboratives. Je suis également écrivain, auteur d'un ouvrage qui se nomme La banlieue du Turfu chez Tana Édition. Et dans cette œuvre, justement, je me suis attaché à hybrider les mondes entre philosophie, design, manga, spiritualité, jeux vidéo, cinéma, dans un but d'émancipation existentielle. Mais aussi pour sortir des identités figées et préfabriquées. Donc la question de l'hybridation m'intéresse théoriquement, mais pas seulement, elle me traverse personnellement puisque je suis un apprenti marabout. C'est un savoir traditionnel en voie d'extinction que j'essaie de réinterpréter aujourd'hui. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport au futur, au récit, aux objets qui permettent de se projeter dans l'avenir. Et dans mon contexte, il s'agit des coquillages de Cori. Je suis un peu comme Rossio, traversé par la voie de mes ancêtres, pour le pire comme pour le meilleur. Alors la question que je vous pose, qu'est-ce qu'un marabout au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'un marabout au XXIe siècle? C'est la question que j'essaie de résoudre à travers la fiction. Entre tous les fleuves, je suis les Ganges. Je suis le rêve d'un caillou du fond du fleuve. Je fais partie du peuple fleuve. Nous sommes liquides, rien d'autre que la suite de mouvements, que le flux constant de changements qu'il incarne. Nous nous définissons par notre action, par l'opération que nous articulons au contexte. Je suis là, je suis prête, je suis désolée. Je suis désolée d'être un humain et je suis ravie d'être vivante. Je suis un récipient de la multiplication de la vie. Je suis un mystère à découvrir. Je suis fatiguée d'être un reproducteur automatique de l'héritage culturel. Je suis une option parmi d'autres, un accident, une coïncidence, une limite. Je suis un moteur de changement, de la combustion de la vie, un mélangeur d'êtres vivants. Je suis une maison pour les microbes, les virus, les bactéries et beaucoup d'autres êtres vivants. Je suis un une transition, un transport, une transmutation, un voyage, une chaîne. Je suis une résonance, je suis un contexte incarné, je suis un processus. Je suis le jouet des dieux, je suis inconnu, je suis un éternel, autochtone, étranger.
Je suis prêt à exploser, je suis un piège, je suis un attracteur. Je n'arrive pas à m'identifier avec rien, en fait. J'arrive pas, quoi. Mais si on considère que l'identité est un articulateur opérationnel, si on considère que l'identité, ou s'identifier à quelqu'un, c'est choisir ses alliés, s'allier à quelque chose, alors moi je m'identifie avec l'eau, le fleuve, pour avoir la puissance du fleuve et sa fluidité. Mais se définir et tricher, et ça me coûte trop cher de me tricher, donc je préfère ne pas me définir. Oh. Je suis Rocío Berenguer, artiste, chorégraphe, metteuse en scène, espagnole, catalane, célibataire, femme, sœur et tout ça. Merci de partir. On n'a pas beaucoup de place sur plateau, mais on aura. C'est mieux là. Ouais. Alors aujourd'hui, on est ici avec avec toute l'équipe pour vous présenter ça. Alors, ce qu'on a travaillé ensemble sur ça, le service s'appelle Hybrid Date bar Hubris Service. Donc, le service, en fait, c'est un service. Donc, c'est un service de matching entre entités, espèces. Hybrid Date, c'est une proposition, une fiction spéculative qui tente d'imaginer un moyen de traverser, de survivre les crises qui nous menacent de nous engloutir. Vous les connaissez bien. Le dérèglement climatique, l'extension de la biodiversité, la transformation de la Terre en friche toxique, les inégalités, les injustices sociales et environnementales qui pourrissent nos sociétés de l'intérieur. Bien sûr, la vie s'est toujours adaptée. Il y a 2 milliards d'années, les déchets toxiques de la vie, les bactéries photosynthétiques, ce qu'on appelle aujourd'hui l'oxygène, a provoqué une extinction massive des espèces existant à ce temps-là. Mais à leur place, ont venu d'autres bactéries, des bactéries aérobies qui ont transformé ce déchet toxique en nutriments. La vie s'adapte, l'histoire continue. La preuve est que nous sommes ici maintenant. Mais ce long travail d'adaptation, d'évolution biologique et culturelle n'est probablement pas suffisant pour nous permettre de naviguer les crises auto-infligées qui nous engouffrent. Nous devons, face à ces crises, accélérer les choses. Accélérateur. Donc, accélérer la biodiversité. Comment accélérer la biodiversité pour ne pas être dans cette chute de diversité d'espèces dans laquelle nous sommes? On s'est dit hybridate. Donc, on a dit qu'on pouvait créer une espèce de projet pour accélérer l'hybridation entre espèces, donc les humains qui s'hybrident avec d'autres espèces et tout ça, et peut-être proposer ce service à le ministère de la Transition écologique. Donc, si vous avez des contacts ou des cousins ou des nanana, on serait ravis de pouvoir en discuter après, parce qu'on voudrait vraiment proposer ces projets au ministère. Mais on va considérer ensemble s'il est prêt pour être proposé ou pas. Et par rapport à ce que tu as dit, il y a cette question d'extinction massive et il y a un projet aussi qui nous a fait beaucoup exploser la tête, c'est de-extinction. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout un mouvement de dé-extinction. C'est des gens qui travaillent normalement à la préservation, à la conservation de la nature. Et là, ils se sont mis à essayer de faire revivre des mammouths
en mélangeant des bouts de code génétique, de bouts de mammouth qu'ils ont trouvé dégelés après le permafrost, avec des bouts de code génétique, et même tout le code génétique d'éléphants, qui existe encore quelques-uns. Quelques-uns, mais le reste. Et du coup, ils ont commencé à faire des bidouillages comme ça génétiques. Et l'idée, c'est de repeupler toute une partie de la Sibérie, là-haut, au permafrost, des mammouths qui revient à la vie, alors qu'on va être plus 4, plus 8 degrés. Mais great idea, I don't know. Pourquoi pas? Et pour qu'ils tassent le sol, parce qu'en fait, sinon, le CO2, il y a beaucoup de CO2 qui va être déclenché, et c'est... Donc, et c'est des gens très sérieux, ils ont gagné des milliards, des billions, ils ont gagné beaucoup d'argent pour faire ces projets, ils sont en train de le faire, et aussi de faire revivre des pigeons, et pour faire revivre des espèces extinctes, c'est un vrai projet, j'invente, vous pouvez googler, et c'est googlable tout de suite, et The Extinction Movement, aussi des pigeons et tout, donc du coup ils doivent prendre une espèce existante, pas extante, qui fait le host, qui fait la maman un peu, pour la première qui va sortir. Ouais. Donc avec ces projets, on vous propose quelque chose de similaire, mais qui ouvre la question de avec quoi s'hybrider. Donc l'hybridation n'est pas qu'un désir poétique ou un projet utopique, c'est un processus qui n'est pas toujours facile. C'est éprouvant pour le corps et pour l'esprit. C'est pour ça que nous avons imaginé un parcours utilisateur propice à la réussite de l'opération pour les deux parties, et cela de façon mutuelle. Alors, vas-y. Alors la première étape, le profiling, cartographie les possibilités d'hybridation parmi toutes les espèces. La seconde étape, le matching assisté par un algorithme, évalue la compatibilité entre les deux corps. La simulation dans le métavers permet d'expérimenter l'hybridation dans le virtuel avant de passer dans le réel, et je reviendrai un peu plus tard sur ce qu'est un métavers. Et enfin, la dernière étape, celle de la délivrance de la carte d'hybridité, permet une reconnaissance administrative et juridique de votre nouvel état civil. Donc on vient de lister 5 étapes de processus, et voici la première. Donc le profiling, en fait, c'est le moment où l'intelligence artificielle analyse tout ce qu'elle peut sur vous et crée cette hybridoscopie et votre carte de potentiel d'hybridation. Voilà, mais pourquoi on a besoin le profiling, justement ? Marc. Parce que nous ne sommes pas des êtres ou singuliers, nous sommes des êtres pluriels, nombreux. Avant de pouvoir nous hybrider avec un autre, on a besoin de savoir avec qui on est déjà hybridé. Il se passe une révolution très lente dans la façon dont les sciences conçoivent le corps, l'organisme. Pour le dire simplement, le corps n'est plus perçu, n'est plus pensé comme une simple machine. Cette abstraction mécaniste a été bien utile pour le développement de la médecine, des sciences biologiques, mais on atteint aujourd'hui ses limites. Plutôt, on commence à comprendre à quel point le corps, l'organisme, est une écologie perméable et dynamique. Pour vous donner un chiffre, les microbiologistes estiment que seulement 43% du corps humain est constitué par des cellules dites humaines. Le reste, la majorité, les 57%, sont non humains, sont plutôt des bactéries, avec un soupçon d'amibis, de champignons, d'invertèbres. On les voit ici sur la cartographie par ce sort de maillage dense au R, K et D et I. Ces organismes ne sont pas des simples passagers, ni des parasites ou des germes, ou pas toujours. En fait, toute cette population non humaine est nécessaire pour la vie, est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. Sans notre microbiote intestinal, nous ne pouvons pas digérer tous les aliments que nous mangeons.
Et cette microbiote n'est pas clos et en échange perpétuel avec une écologie extérieure. On le voit bien sur le deuxième cercle. Toutes les connexions entre un intérieur et un extérieur. On commence à prendre au sérieux ces formes de savoir, ces formes de savoir-faire qui prend en charge, qui prend soin de ces écologies invisibles qui nous relient au monde. Les pratiques botaniques, médicales, culinaires, qui caractérisent les relations que chaque communauté entretient avec leur milieu. Il suffit de penser à la magie d'un fromage ou d'un tofu, à ces formes de culture humaine en alliance intime avec les cultures bactériennes. Mais ce n'est pas seulement ces relations avec l'infiniment petit qui nous redéfinissent comme des êtres pluriels, mais aussi avec ceux que les anthropologues et les archéologues nomment la culture matérielle. On ne peut pas raconter l'histoire de l'humanité sans ces relations avec le feu, avec la terre, avec les argiles, avec les métaux, avec les plantes, avec les fibres, avec les animaux et tout leur corps, avec la laine, avec le pétrole. La liste est longue, je ne vais pas continuer, mais la liste est très longue. Ah ouais. Mais je pourrais continuer, j'aime bien les listes. Mais cette liste, d'une manière, recouvre tous les plis de la terre où les humains ont fait leur chez-soi, ont habité. En bref, nous sommes traversés par de multiples courants, des multiples devenirs, et le but de ce diagnostic qu'on voit ici est de fournir une carte de ces alliances qui nous font, une carte avec laquelle on peut naviguer les futurs possibles, un hybridoscope. Oui, mais aussi, il y a une autre chose. On ne le voit pas parce que c'est invisible, mais c'est en relief. Et c'est tout le spectre de la mémoire de nos ancêtres qu'on porte dans chacun de nos cellules, qu'on porte l'histoire de vécu de chacun derrière, et toutes ces mémoires des vécus, de tristesse, de joie, de violence, on le porte dans chacun de nos cellules. Et ça apparaît ici, parce que il y a comme tout le... Quand on a... C'est pratique pour l'aspect, si on a mal aux ancêtres, on peut voir dans quel endroit des ancêtres on a mal. Et ça, c'est pratique. Et justement, il y a un lien peut-être invisible et peut-être secret entre le marabout et l'algorithme que nous avons utilisé. Mais qu'est-ce qu'un marabout? À la base, c'était un sage, un juge, un prêtre, un gardien, transmetteur des mythes et des traditions, et voire des connaissances de l'herboristerie, la connaissance des plantes et des pratiques thérapeutiques. Mais aujourd'hui, il est devenu synonyme de charlatan et de diseur de bonne aventure. Et pourtant, je vous l'annonce, notre algorithme de matching pratique une forme de divination. Voilà. Le marabout donc pourrait également emprunter des outils aux intelligences artificielles pour transformer sa pratique, mais nous pouvons aussi utiliser des pratiques de marabout pour améliorer nos pratiques en intelligence artificielle. Maintenant, on passe la deuxième étape. Alors, une fois que l'on observait toutes vos tendances historiques, biologiques, spirituelles, etc., tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous, etc., donc une IA va chercher 27 entités les plus acceptées, plus adaptées à votre hybridation. Ouais, et là, par exemple, si on te prenait comme exemple, Aïni, et que tu avais passé de la... Tu es venu au ministère de la Transition écologique, tu as tapé à la porte du service d'hybridate, pam, on a fait ton hybridoscope, ok? Tu as ton hybridoscope. Et là, on te dit, voilà le catalogue, choisis un. Alors, je regarde. Le poisson Napoléon, c'est quoi? Le poisson Napoléon, c'est un poisson qui change de sexe à 12 ans.
Ah, ça, Et c'est en fait, pas mal. il est homme, il devient femme avec la maturité. D'accord, ça c'est pas mal. Il mature, il devient femme Ok, à 12 ans. Ouais. super. Alors, moi j'ai choisi algues, c'est bien algues. Algues, Ouais. ok. Bon, Ouais, imaginons algues. que tu choisis algues, mais Ouais. après, ça passe par tous ces systèmes dans lesquels il est influencé par des marabouts, des oracles et des algorithmes autres. Tac, ça mouline, et ping, ping. Non mais, oh là, non mais c'est quoi cette... Enfin... Ok, donc là, c'est mais pas il y a une pas algue. les algues. Non, tout n'est pas hybridé avec une algue. Là, c'est l'algorithme qui a choisi l'océan. D'accord, mais si j'ai choisi cacahuète, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait rien. C'est l'algorithme qui a choisi pour toi. D'accord, donc en fait, tout ce que je choisis, ce n'est pas important, alors pourquoi je... Si, il va le prendre en compte, mais après, il va calculer par rapport à... C'est des points de proximité. C'est un truc que c'est compliqué techniquement à expliquer. D'accord, ok. Mais voilà, D'accord, mais c'est ton juste- choix, il Bref, compte. c'est l'océan. Ton Oui. choix, il compte, mais il compte pas uniquement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui comptent. Ils vont chercher vraiment le truc qui est le plus adapté. Oui, mais il y a juste une hybridation question possible. que je ne comprends pas, c'est que en fait, ils me surveillent ou quoi? Parce que cette photo-là, c'est les photos de mes vacances quand même, parce que en plus, Ouais, mais ça fait longtemps et je n'ai pas... L'intelligence artificielle, elle dialogue avec d'autres, celle de Facebook et tout le reste. Ouais, il ne faut alors, pas poster sur les réseaux c'est sociaux pas, si tu veux pas. c'est pas sous notre contrôle. D'accord, ok, merci. C'est Alors, comme ça. on peut passer aux 4e étape, s'il vous plaît. Enlevez cette photo, s'il vous plaît. Merci. Alors, on passe à la 4e étape. Donc, voici la 4e étape du processus de hybridate. En fait, la simulation. Donc, ici, on se branche dans un métavers pour simuler votre union avec l'espèce choisie. Le métavers est un concept controversé qui fait beaucoup de bruit ces derniers jours. On va revenir rapidement sur sa définition. C'est un mot anglais à la base qui est la contraction de deux termes, méta qui signifie ce qui vient après ou ce qui vient au-delà, et de univers qui donne méta-univers. Ce concept a été décrit la première fois dans un roman en 1992, Le samouraï virtuel de Neil Stephenson. Et aujourd'hui, dans les médias, on utilise le terme métavers pour dire qu'on va vers un nouveau futur, un nouveau futur d'Internet. Mais pour caricaturer, un métavers, c'est un monde virtuel qui héberge une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatar, pouvant s'y déplacer et interagir socialement et parfois économiquement. Je vais vous donner 3 exemples de métavers. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2003, on a eu Second Life, qui est une plateforme sociale virtuelle. En 2004, pour les gamers, on a eu World of Warcraft, qui est un jeu. Et ensuite, on a eu Minecraft en 2009, qui est un autre jeu bac à sable. Mais le changement de nom de Facebook a fait beaucoup de bruit. Et c'est vrai, c'est un indicateur important qu'il faut prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire que tous les métavers seront commerciaux. Il peut y avoir des applications médicales, éducatives, voire artistiques. Tu le vois, Macan, comme un espace public? Oui, en fait, juste pour finir, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas définir correctement le métavers parce que, si vous vous souvenez, en 1990, quand Internet est sorti, on n'avait pas imaginé les réseaux sociaux, on n'avait pas imaginé les startups, on n'avait pas imaginé la culture post-Internet. Donc, en tant que citoyen et chercheur, je vous propose plutôt de vous réapproprier le métavers plutôt que de le critiquer ou de prendre position contre Facebook. Et donc, oui, le métavers peut être un espace public commun que nous nous approprions. Ouais, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le métavers comme un sort de bac à sable où un apprentissage mutuel peut se faire en 2 êtres. Ça m'a fait réfléchir à un de mes premiers projets de recherche qui portait sur les chiens guides pour aveugles. Et la question de comment je pouvais concevoir la notion de travail qui se manifestait dans les relations entre ces 2 êtres très différents. Il y a un duo qui me reste en tête, celle de Jerry, qui était un rocker d'un certain âge, qui, à la suite d'un accident dans ses vingtaines, où
il a reçu des éclats de verre dans ses yeux, est devenu petit à petit aveugle. Et puis Freeway, un petit chien labrador de 2 ans. C'était son premier chien pour aveugle, et le premier chien que quelqu'un lui a dit lui a demandé de faire confiance, de mettre son corps à risque en suivant ce chien. Je les ai suivis pendant à peu près 3 mois. C'était 3 mois de formation intensive, 3 mois pendant lesquels Jerry et Freeway ont commencé à apprendre à se percevoir, à se répondre l'un et l'autre, où ils ont commencé à tisser ensemble une sorte de chorégraphie complexe par laquelle ils pouvaient naviguer la ville, qu'ils pouvaient naviguer les rues avec leurs poubelles égarées, avec leurs voitures mal garées, les vélos. Il n'y avait pas encore de trottinette, alors c'était un peu plus simple. Les voitures, les passages piétons très traîtres, mais aussi les pigeons, les kebabs abandonnés sur la chaussée, les enfants curieux avec leurs caresses et leurs questions. À partir d'un monde social qui s'était rétréci à la taille de son appartement, il ne sortait plus avant Freeway, petit à petit, il a commencé à revivre, aller au pub, voir ses amis, voir des concerts, pas avec le chien, ça c'était un peu compliqué, aller au parc, faire ses courses. C'était pas qu'il avait récupéré son ancienne vie, c'était plutôt qu'il avait découvert ou qu'il avait ouvert, à l'aide de Freeway, un nouveau monde qui était négocié avec un chien, avec ce chien, un monde hybride. Alors, d'une relation qui était vraiment définie par le peur et la tension. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traverser une rue avec les yeux fermés. C'est franchement terrifiant. Petit à petit, elle est devenue une relation fluide, construite sur une confiance partagée, négociée entre ces deux. Une confiance qui était néanmoins fragile, qu'un accident, une erreur pouvait briser à chaque moment. C'était vraiment un art du risque. Alors pour nous, ce bac à sable, ce moment de simulation est tout à fait nécessaire pour cette rencontre mutuelle entre 2 êtres dans un lieu commun, qui est aussi une sorte d'apprentissage, un apprivoisement mutuel, mais qui est aussi un processus de consentement des 2 parties, un consentement d'aller au-delà et de prendre le prochain pas qu'on va voir maintenant. Oui, en plus, c'est moins risqué. Je veux dire, si ça ne marche vraiment pas, ça ne matche pas du tout, bon, tu étais juste dans cet espace de simulation du métavers et tu peux revenir en arrière, quoi. Oui, c'est ça. Et toutes ces données sont prises en compte par l'algorithme. On recommence. Ouais. Prochain slide. Ok. Hybridation. Ouais. Donc, hybridation, le 5e étape. Donc, c'est la dernière étape. C'est le moment de recevoir, d'acquérir votre nouvelle identité. Donc, si le processus d'hybridation ne fonctionne pas, il faut reprendre les 5 étapes au début. Et comme nous l'avons dit, l'hybridation n'est pas dénuée de risques. Mais là, nous vous présentons un cas qui a fonctionné. Donc, la carte représente 2 hybridoscopes fusionnés. Donc là, nous avons celui d'un rat de l'espèce Ratus norvegicus, hybridé avec une personne nommée Gert, et cela a donné Gert norvegicus. Et la carte a une fonction en plus, un petit plus de la maison, c'est une carte pan-continentale et non nationale qui vous permet de circuler librement et de manière fluide à travers les continents. N'est-ce pas magnifique ? Et il ne faut pas oublier les mers, les océans, les airs, et peut-être un jour les astres. Ouais, les dimensions. Ouais, aussi, ça permet d'être officiellement reconnu juridiquement et administrativement, quelque chose qui est aussi très pratique quand tu as besoin d'avoir ça dans une identité. Donc, une hybridation effective prend du temps. Ça peut être traumatisant en termes d'adaptation cognitive
et d'adaptation sociale, voire Ouais. à son entourage. Imaginez-vous hybrider dans votre entourage. Cela demande donc potentiellement un accompagnement personnel par un thérapeute ou un coach certifié. Et donc on a imaginé un exemple dans lequel un thérapeute... Oui, tu dis? Oui, Aïni va nous présenter un exemple dans lequel le thérapeute a été nécessaire. Alors, par exemple, on a imaginé en fait, l'histoire de Petit Pied. C'est le nom d'un être hybride entre le mycélium et humain. Donc, ces pieds sont hybridés avec le mycélium. Ouais, sur la plante. Voilà, pas mal, quoi. Et lui permettent de se connecter à tout le réseau racinaire des forêts. Et puis, pour communiquer avec une sorte d'Internet souterrain. Et le coach, les coachs thérapeutes, justement, peuvent l'aider à transitionner et faire son coming out avant de déménager dans la forêt. Donc pour conclure, nous avons parlé d'hybridation écologique, d'hybridation mythologique, de traversée des ancêtres. Nous avons dit que l'hybridation est un processus difficile, mais nous n'avons pas encore parlé d'hybridation non réussie. Alors l'identité peut être par exemple, l'identité peut être un incubateur des déchets d'un siècle. Ce que nous pensons être une identité peut être un ramassis de clichés et de merde du discours du présent. Un discours qui nous donne la sensation d'être soi, d'être nous, de faire communauté et de représenter la vérité. Et pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter les archives INA d'interviews de Français à travers différentes générations. Quand vous écoutez ces anciennes archives, ce qui paraissait essentiel pour un Français des années 40, 50, 60 jusqu'à 80, ce qui paraissait essentiel à un Français des années 80 ne l'est plus pour nous, et même voire peut paraître parfois choquant et aberrant. Donc l'identité peut potentiellement être un ramassis de n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on passe à la dernière étape, Ding, témoignage. Donc, ça, c'est une coïncidence heureuse, trop bizarre. Je suis à Barcelone il y a 3 semaines en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire de Brital. Je suis dans un bar pour rencontrer une amie et je vois un gars passer avec des trucs sur la tête, genre des espèces de cornes, de trucs sur la tête. Et c'est pas un décor, c'est pas un costume, c'est pas. Il est comme ça, il est en train de bosser et tout. Et je m'approche à lui et c'est quelqu'un de réel, de fantastique. Il s'appelle Manuel de Agua, qui veut dire Manel de l'eau. Et on va pouvoir le découvrir avec cette interview. Lui, c'est un hybridé autonome. Il s'est hybridé dans son compte, sans nous. My name is Manuel de Aguas, and I'm a cyborg artist and transspecies activist. I do consider myself an hybrid because, part of my body, which is this couple of fins at each side of my head that allow me to hear the weather, are made by cybernetics. And even if I haven't born with them, I conceive them part of myself, part of my identity, and part of my body. I consider the term transspecies as a definition of my identity as well. It's not that I consider that I understand myself as a specific species, like for example, fish or another species. It's true that I feel closer to fish now, for example, because the fins I created and I added to my body are inspired in some fish species. So also I call them fins, which is a body part that is found in fish species. So I would say that I feel closer to fish, but it's not that I feel a fish. It's just
that's why I like to use the term transspecies, because it's a term that talks about someone that is in a kind of transition or exploration out of their like born species identity. The species identity is being born. In my case, I born human, no, and I'm exploring myself out of the human boundaries, no, and trying to get closer to non-human species. So in my case, I feel I'm someone that is in this transition to get closer to non-human identities or non-human animals, and I like to refer myself as transspecies. But yeah, this term is already complete. You know, I don't need to refer myself to a specific species, because transspecies is already a concept for identity. I don't consider myself I'm in between, but I'm in process. No, I'm in a process. This process is like, I don't know where it's going. I do consider myself liquid, for example. Like I feel I'm a liquid identity. I'm super down to transformation, to the mutation of myself in my body, through my mind, my identity. So I consider I'm someone that is in process, in transition, but it's a transition that it's always going, and I hope it will be always going. If I would be the oracle and I would see the future completely, I would like to see a very diverse society where we've been merging with those species as well, like merging in terms of, I don't know, getting qualities from all the species, or at least getting closer to them, so the human society wouldn't be a bubble anymore, and we would understand the community or the society, including the rest of the species. So I would understand that we will have more respect for them. These two fins I have on each side of my head allow me to hear the weather through a couple implants at each side of my head. Basically, they allow me to hear variations in temperature, humidity, and atmospheric pressure through bound conducted sound. And yeah, basically what it gives me is first I'm more conscious about the presence of atmosphere, which is something that I was very interested in, being very conscious about there's something that is called atmosphere that is around us and is moving completely all the time and is in transformation. Also gives me, the fact of feeling closer to nature, what is my surroundings, and basically something that I didn't expect, or I was not looking for, but that was like something that came with the project and through this transformation, was that I started feeling or raising my empathy, to my surroundings, and my empathy to non-human species, because through this project I started understanding myself as less human, or not feeling 100% human. And the fact that I was not feeling myself 100% human was making me feel closer to all the rest of species that are not human, which are the most of the one that habitate the planet. So in the end, I feel more connected to the rest of the habitants that are living in this planet. The way I hear the weather as like bubbles inside my head, that they change their qualities, depending on these three weather elements, like temperature, humidity, and pressure. And this bubble changes in pitch, volume, and timbre. And I designed it like this because I wanted to experience the atmosphere as a sea I'm diving in, because in the end it's something like this. We like kind of diving in a sea that is made by air, but it's very related to the sea. So my aim was like to feel that I'm diving in this sea of air. And for example, when there's more humidity, I hear more bubbles inside my head. So this
made me feel that I'm, more surrounded by water than before.
But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see and dancing, walking around on those. What do you call them? Oh, feet! Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a... What's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day into the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? My child, they understand, but they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand and ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it? What's the word? Burn. Was it my turn? Wouldn't I love to explore that show above? Out of the sea, wish I could be part of that world, wandering free. Wish I could be part of that world. Bon, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez partir, vous êtes libre maintenant de vous promener dans les rues au-delà de cette piscine. Mais ceux qui veulent rester un peu plus, le bar en bas, il est ouvert et il y a Max qui va nous proposer un espèce de jeu ou discussion ouverte pour brasser cette question d'identité hybride. Ce qui veut, on est très preneur, en buvant un verre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous.